On a tous les deux évolué chacun de notre côté et Anne-Céline va vous présenter ce qu'elle fait, ce qu'elle peut vous apporter. J'espère que ça va vous servir. Le choix qui a été fait sur l'estime de soi, il a tout son sens actuellement, notamment au niveau des publics, hein, parce que outre la pandémie qui a comment dire, isolé les jeunes et puis tout le monde, l'estime de soi a toujours été un problème. Au moment de l'adolescence, les jeunes se cherchent et ils ne savent pas. Et vous, professionnels, vous avez un rôle dans leur quête d'identité, dans leur développement, et vous pouvez avoir un apport sur ça, sur l'estime de soi, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs plus facilement. Voilà. Je vais laisser Anne-Céline présenter, parce qu'elle va faire ça mieux que moi, se présenter et présenter sa thématique. On fera, donc il y a une partie conf, une partie pause, après il y aura les ateliers, et ensuite on fera la remise des diplômes. Vous aurez vos petits papiers, et ensuite, pour ceux qui veulent, on aura un buffet à vous proposer. Voilà. Qui est mieux que pour ça? Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Anne-Céline Frison, je suis coach professionnel. Donc mon métier c'est d'accompagner les gens dans leur développement personnel. J'accompagne des gens, des élèves en CFA. Donc c'est une thématique qu'on travaille beaucoup ensemble sur l'estime de soi. Comment leur redonner confiance en eux parce que généralement ils ont été en situation d'échec jusqu'à présent. J'accompagne aussi des adultes en reconversion professionnelle et la première étape sur laquelle on travaille c'est l'estime de soi parce que du coup ils arrivent généralement cassés, en burn-out, épuisés, plus de sens sur ce qu'ils font et donc pour être sur le chemin de la reconstruction on va être sur l'estime de soi. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un peu de passer 1h15 sur la thématique conférence de soi, confiance en soi, estime de soi, on va voir quelles sont les différences. Et puis, on va faire une petite pause, et ensuite, je vais vous faire vivre des ateliers de coaching que je fais vivre du coup aux jeunes que j'accompagne. Et c'est des choses que, éventuellement, vous pourrez vous approprier. Et proposer également aux jeunes que vous accompagnez, que ce soit des enfants ou des adolescents. Donc ce que je vous propose, c'est que ce soit interactif, d'accord? Je n'ai pas la science infuse, vous avez chacun vos expériences, vos avis aussi sur la question. Certains ont peut-être déjà même creusé le thème de l'estime de soi, donc franchement, je vous invite à prendre la parole, à échanger. Je vais vous poser des questions, voilà, je compte sur votre participation, d'accord? J'espère pas être juste en mode maître de conférence à vous donner du savoir comme ça. Et non, n'hésitez pas à intervenir et pour que ça soit intéressant aussi pour vous. D'accord? C'est bon pour vous? On y va? Allez. Donc ce qu'on va voir dans cette conférence, les thèmes qu'on va aborder, c'est déjà à quoi ça sert d'avoir des enfants, des adolescents qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. C'est après qu'il faut répondre à la On question. va voir justement, c'est quoi la différence entre estime de soi et confiance en soi. On verra ensuite comment nous, quand on intervient auprès d'enfants, auprès des adolescents, parfois même avec les meilleures intentions du monde, on sape l'estime de soi. Et pour finir, parce qu'on ne va pas en rester là, c'est comment on fait pour aider les ados, les enfants qu'on accompagne à muscler l'estime personnelle. Et ensuite, on fera des ateliers. Alors, pour commencer, j'aimerais vous raconter l'histoire du porteur d'eau. Est-ce que vous la connaissez? Oui? Bon. Je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un porteur d'eau indien. Et la mission de ce porteur d'eau, c'est de descendre de la maison de son maître jusqu'en bas de la colline pour aller dans une source. Il utilise ces 2 jarres d'eau pour les remplir d'eau et il refait le chemin inverse. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première jarre qui est parfaite
et qui fait fièrement son travail. Chaque jour, elle est remplie à ras-bord et lorsque le porteur d'eau arrive dans la maison du maître, elle remplit sa fonction à 100%. Alors qu'à côté, il y a une autre jarre qui a un éclat. Et cet éclat d'eau fait qu'il y a une fuite d'eau. Et lorsque le porteur d'eau arrive tous les jours à la maison du maître, il y a la moitié de l'eau qui a fui. Au bout de 2 ans, cette jarre qui considérait du coup sa mission comme un échec permanent, eh ben, elle décide de prendre la parole. Et elle s'adresse du coup au porteur d'eau au moment où il est en train de recharger de l'eau à la source. Et là, elle lui dit « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. » Et là, le porteur d'eau, étonné, lui dit « Mais pourquoi ? De quoi as-tu honte ?» Et là, elle dit « Ben, je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces 2 ans à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Du coup, par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu livres à notre maître que la moitié de l'eau et tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts. » Lui dit cette jarre à brûler. Le porteur d'eau, il faut toucher. Et plein de compassion, il lui dit « Regarde, pendant que nous retournons dans la maison du maître, regarde les magnifiques fleurs qui bordent le chemin. » Effectivement, la jarre qui avait un éclat observa sur le chemin de retour le bord de chemin et elle vit effectivement de magnifiques fleurs baignées de soleil et ça lui mit du baume au cœur. Mais une fois arrivée à la maison du maître, encore une fois, elle avait perdu la moitié de sa cargaison. Et là, à nouveau, elle se sentit très mal. Et là, le maître, le porteur d'eau, lui dit « Tu t'es rendu compte qu'il n'y a que de belles fleurs? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau. Alors j'en ai pris mon parti. Et j'ai semé des graines de fleurs sur le bord du chemin. Et toi, depuis 2 ans, tu les arroses quotidiennement. Et grâce à toi, j'ai pu cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. » Alors, cette phrase, en fait, elle a pour vertu de nous faire comprendre que nous pouvons choisir le point de vue qu'on adopte sur une situation. On peut choisir d'adopter un point de vue optimiste sur les événements de la vie. En adoptant un point de vue optimiste, ce qu'on va se dire et ce qu'on va ressentir seront des choses positives qui vont avoir une influence sur l'estime de soi. Alors que si on se raconte une histoire négative en se disant qu'on ne fait pas bien son travail, qu'on est nul, on va se sentir mal à l'intérieur de soi et ça va avoir un effet sur notre estime de nous-mêmes. Donc en fait déjà, le simple fait, en fonction du point de vue qu'on adopte, ça va avoir une incidence sur l'estime de soi. Je vous raconte une autre anecdote que j'ai eue il y a récemment. J'accompagne une jeune fille qui s'appelle Loulou. Dans l'accompagnement, je lui demande « Est-ce que tu peux me citer un cadeau de la vie ?» Quelque chose que le cadeau que la vie t'a offert, qui n'est pas forcément de prime abord un cadeau, mais que toi tu vois comme un cadeau. Et là, elle me dit, ben ouais, tu sais, un des cadeaux de la vie, c'est, jeune, j'ai dû me débrouiller toute seule pour, tous les matins, aller à l'école, trouver un moyen de transport, et puis tous les soirs, trouver un moyen de transport pour rentrer chez moi. Elle habitait à Houston, aux États-Unis, et je ne comprenais pas trop pourquoi elle me disait ça. Et en fait, elle me disait, ben ouais, parce qu'en fait, j'avais 13 ans.
Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, à 13 ans, vivre toute seule chez soi parce que sa maman était décédée et son papa était en voyage. Elle me dit c'est peut-être pas trop marrant, c'est peut-être pas trop normal, c'est peut-être triste de voir un enfant de 13 ans qui est tout seul chez soi. Mais moi en fait c'est un cadeau de la vie parce qu'en fait ça m'a permis de me débrouiller, de toujours chercher des solutions. Cet événement-là, Loulou, elle a décidé d'en faire une force pour elle. Et elle le voit aujourd'hui comme un cadeau de la vie. Et du coup, cet événement-là, elle le voit comme quelque chose de positif. Elle se voit forte, elle se voit débrouillarde grâce à ça. Elle aurait pu choisir de se raconter une autre histoire. Elle aurait pu choisir de raconter l'histoire, d'être abandonnée, de ne pas avoir eu de chance, de ne plus avoir sa maman, d'avoir un papa absent dans sa vie. Mais ce n'est pas cette histoire-là qu'elle essaie de se raconter. Voilà en préambule sur l'estime de soi. Alors, à votre avis, à quoi ça sert d'avoir une bonne estime de soi? Et là, parole est à vous. Ouais. Déjà, ça amène à faire des choses. Ouais. Parce que parfois, quand on n'a pas une estime de soi, on n'ose pas faire des choses par peur de se tromper. Ça peut être un choix de carrière ou une action ou autre. Ouais. Et ça peut gâcher des opportunités. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Merci. Oui. Ça crée un peu nos limites en fait. Enfin, c'est comme ça qu'on connaît nos limites, non seulement à nous-mêmes, mais également par rapport aux autres, à ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Et à partir du moment où on a une bonne estime de soi, on sait dire non, on sait refuser les choses, et quand on n'en a pas, ben, tout de suite on accepte tout et n'importe quoi. Ok. Ouais. Ouais. Aussi d'avoir l'accepté de se tromper. Ouais, d'accepter de se Peut-être tromper. de se tromper, pas de recommencer, et d'y arriver autrement peut-être, mais en tout cas d'accepter de se tromper, par exemple d'accepter de prendre la parole, d'accepter d'avoir raté quelque chose, de recommencer. Bah, je pense que si on n'a pas d'estime, on va dire bah non je suis nul et puis on ne recommencera pas. C'est le début de tout. Parce que si on a une bonne estime de soi, on a confiance en soi. Si on a confiance en soi, on a confiance aux autres. Ok, donc on est dans un cercle vertueux. Ouais. Imaginez un enfant. Imaginez, alors moi j'ai pris Victor, 8 ans, qui a une bonne estime de lui-même. Qu'est-ce que ça lui permet? Quel type de comportement on observe chez un enfant qui a confiance en lui? Qu'est-ce que ça lui permet de faire concrètement? De dépasser ses limites. Ouais, mais on rentre dans du concret. Imaginez de communiquer, ouais. S'affirmer, ouais, c'est ça. Ouais, des exemples en fait. Des exemples dans votre vie pro. Imaginez des enfants que vous côtoyez qui ont confiance en eux. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des leaders? Ouais. D'aller vers l'inconnu. D'aller vers l'inconnu, ouais. Oui. Il exploite ses capacités à 100%. Ils exploitent ses qualités à pouvoir. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Et ça affirme. S'affirme. On Il fait demande. quoi pour s'affirmer? C'est bon là. En fait, je cherche à vous faire donner des exemples. Ouais. Dans les tâches quotidiennes, il est beaucoup plus autonome, sur faire les choses de soi-même parce qu'il sait qu'il est capable de le faire. Ouais. Il défendra aussi ses copains s'il y a des bagarres. Défendre ses copains, ouais. Prendre la parole. Un exemple concret, c'est il y a un petit mur, là je parle d'enfants en bas âge, Ouais. un mur d'escalade. Ouais. Ils essayent de grimper en fait pour aller le plus haut possible en fait. Ok. Ouais. Il va tester, il va oser y aller. Ouais. Oui. Un excès d'estime de soi permet de prendre les autres pour des crottes. Et c'est assez fréquent. Comment? Un excès Un d'estime de excès. soi Ah, d'accord. permet à l'individu qui maîtrise cette haute estime de soi de Ok. prendre les autres pour des crottes. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que là, on est dans une estime de soi qui est positive? Ah bah pour la personne qui la joue, oui. Je m'aime bien. D'accord. Pas moi, hein, c'est pas, Ouais. moi je suis le contre-exemple. Alors, hein. On Ok. est bien Alors, moi, d'accord. je pense pas qu'on ait une bonne. un excès d'estime de soi. Mais on peut avoir une estime de soi qui est négative. Et de rabaisser les autres, c'est plutôt un signe d'estime de soi négatif. C'est pas
un signe d'estime de soi équilibré, positif. Oh, je ne suis pas le seul à connaître, pardon, je vous Ouais. coupe la parole, Non, des contre-exemples à ce que vous venez de dire. Donc là, juste comme ça, si je dis à Christophe, Marly, et je crois qu'il a compris. C'est suffisant. D'autres exemples? C'est bon, non? Oui. Moi, j'imagine bien le côté dans l'apprentissage et être persévérant. Ouais. Comme le côté de faire du vélo et la première chute et bien se relève. C'est ça, ouais. On est là-dedans. Ça va être ça va être des enfants qui vont oser, c'est des enfants qui vont oser prendre la parole, qui vont pas avoir peur de dire des bêtises, de se tromper, parce qu'en fait, ils vont estimer que c'est pas grave si les copains se moquent, parce qu'ils ont une bonne opinion d'eux-mêmes, pas une haute opinion d'eux-mêmes, une bonne opinion d'eux-mêmes. C'est des enfants qui vont exprimer leurs besoins, leurs difficultés, vous expliquez une consigne, ils n'ont pas compris, la consigne, ils vont vous demander de répéter. C'est des enfants aussi qui vont être à l'aise avec les autres. Pas à l'aise dans le sens tyrannique, hein. Encore une fois, on est sur une saine estime de soi, une estime de soi qui est positive. Donc ça va être des enfants qui vont facilement aller vers les autres, leur proposer des activités. Les ados, pareil, c'est des ados qui vont aller facilement vers un autre groupe d'ados, proposer quelque chose, entrer en contact avec eux. Ça va être des enfants, des ados qui sont aussi bien à l'aise à l'école, au collège, qu'à la maison. On va voir aussi, c'est ce que vous avez dit, hein, ils sont plus résilients que les autres. Donc, ils n'ont pas cette peur de l'échec parce qu'en fait, ils ont le souvenir de réussites passées qui vont les aider à surmonter les obstacles. Donc, ils sont plus résilients. Ça amène pas à des prises de risque À des prises de risque? Ouais, plus dangereuses que... Alors, pas nécessairement. Là, j'ai en tête un enfant qui a une bonne estime de lui-même, mais il a ce côté, il n'a pas ce côté tête brûlée. Il a quand même cette notion de danger. D'accord? Après, ça va dépendre de l'âge de l'enfant aussi. Hein. La conscience du danger n'est pas la même en fonction des âges. Oui. Il y a quelque chose qui me... je ne sais pas si on peut le nuancer ou pas, parce que dans ce que vous décrivez d'un enfant qui a une bonne estime de soi, je vois quelque chose qui est très global, qui fait qu'en fait, ça serait quelqu'un qui serait, j'ai noté vos termes, à l'aise, bien dans sa peau. Je sens qu'il y a vraiment un peu ce diktat aussi, qu'il faut être bien dans sa peau tout le temps, de 0 à 99 ans. Sauf que, il me semble que dans la réalité, les choses, elles fluctuent, elles évoluent. La confiance en soi, on la développe en situation, et vous avez des enfants, il me semble, et des adolescents et des adultes qui ont une vraie confiance en eux dans certaines situations, et c'est pas forcément quelque chose qui peut être indistinctement. Je vous donne un contre-exemple, je pense à une maman qui disait « Je suis quand même inquiète parce que ma fille de 13 ans, elle n'est pas très à l'aise quand elle est avec des adultes. » Je crois qu'à force de vouloir que les gens soient à l'aise tout le temps et partout, on finit par mettre la barre à des hauteurs qui me paraissent contre-productives. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. On va aller voir les nuances après entre l'estime de soi et la confiance en soi, qui est un peu différent. Et un enfant qui a une bonne estime de soi, je l'ai dit aussi, c'est un enfant qui va exprimer ses besoins et qui va exprimer ses difficultés. Ça va être aussi un enfant qui va dire à un moment donné, ben là je suis triste. D'accord? C'est ok aussi d'être là. Et moi je suis d'accord avec vous, un enfant, il a besoin de se construire à travers différentes épreuves, différentes difficultés. Simplement la différence qu'on observe, c'est ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils vont être capables d'aller surmonter ça. Parce que la vie, c'est pas un rêve tranquille. Simplement, l'estime de soi va être un excellent moyen pour aider l'enfant à avoir confiance en lui sur le fait qu'il va quand même y arriver. Même si à un moment donné, il est au fond du trou. Parce qu'il est capable d'accepter aussi ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Et on va aller voir aussi après plus tard justement ce que c'est la confiance en soi. En tout cas, moi, comment je le différencie. Maintenant, imaginez Juliette, 14 ans, alors elle aurait pu avoir 8 ans, mais j'ai pris 14 ans pour être dans les ados et enfants, qui a une estime de soi négative. Alors, à votre avis, un enfant, un adolescent qui a une estime de soi négative, qu'est-ce que ça dit?
qu'est-ce que ça pense, qu'est-ce que ça génère comme comportement? Que c'est le meilleur? Ils prennent des risques? Ok, donc ils n'ont pas conscience du risque? Ouais. Le fait de se mettre en avant comme ça, c'est leur force. Je vais mettre en avant que je suis je vais mettre en avant que je suis un leader, je vais mettre en avant. Je crois qu'ils prennent des positions à risque. Ouais. Ok, ah ouais, je vois très bien. Oui. La négligence. La négligence? C'est-à-dire? Ça reste rigole, gros. Ouais. C'est un peu cliché, quoi, mais voilà. On dit gros, mais maigre aussi. Hein. Maigre aussi, ouais. Ils s'interdisent tout. Je pense qu'ils ne vont pas s'apprécier de façon générale, ils ne pensent pas mériter quelque chose de bien. Oui. Et, enfin, à l'inverse du cercle vertueux, je pense qu'ils vont chercher justement à se faire du mal. Là, on est dans l'auto-sabotement, en fait. Ouais. Ils s'interdisent tout parce qu'ils ont peur de l'échec. Oui, ils n'osent pas sortir du coup de leur zone de confort. Ouais, exactement. Et il y a même une Ils évitent d'y aller incapacité. parce qu'ils ont peur de rater, de se planter. C'est une incapacité de se projeter, de manière générale, dans quoi que ce soit, parce que justement, tout étant voué à l'échec, et donc pas la possibilité de progresser sur quoi que ce soit, parce que c'est... et puis, bon, après, c'est si on s'en tient uniquement à la question de l'estime de soi, parce que si on arrive aussi sur des questions de santé mentale, et qu'on rajoute aussi justement ces aspects sur la projection qui sont d'autant plus compliqués quand on est sur des questions de dépression par exemple, ou d'anxiété, ou ce genre de choses-là, ça vient rajouter une couche, mais il y a incapacité de se projeter, et que ce soit dans l'avenir proche, ou même beaucoup plus loin. Parce que quand on s'imagine ça, on se dit, s'imagine pas forcément d'avenir ou un métier, mais c'est même pas que la question de ce qu'ils vont faire dans la vie. Ça peut être aussi de se projeter sur qu'est-ce qu'on fait la semaine d'après, quoi. Il y a ça, il y a de l'anxiété aussi. Par rapport au groupe aussi. Par rapport au groupe? Il y a, en fait, par rapport à l'estime de soi de Juliette négative, elle va chercher un support et elle va le prendre dans son groupe. D'ailleurs, la Covid qui a fait du mal puisqu'il n'y avait plus de groupe pour les ados. En tout cas, des groupes artificiels ou à distance. Et c'est vrai que c'est négatif. Si le groupe a une spirale plutôt positive, elle, ça peut améliorer. C'est cliché ce que je dis, évidemment. Enfin, en tout cas, dans mon... Mais si le groupe est un peu comme elle, elles vont se tirer vers le bas. Et puis, alors, dans ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne communique pas à d'autres personnes du groupe, donc on ne connaît pas forcément leur état. Alors, après, ça peut tomber, comme dit Cécile, après, dans l'état mental. Alors après, on dépasse l'estime. Je pense qu'il y a une importance par rapport, surtout à l'âge là, par rapport au groupe, quoi. L'estime. Ouais. Le copain, la copine. C'est ça, oui. Pour moi, si on parle de l'estime de soi négative, on ne peut pas parler de soi sans pour autant parler des autres. Parce que dès qu'il y a la notion de négativité, c'est que il y a quelque chose qui fait que ça soit négatif. Il y a quelque chose qui est à l'origine de cela. Et cela, le plus souvent, ne provient pas de la personne en tant que telle, mais ça provient en tout cas des choses extérieures. Par exemple, l'enfant qui se dit « je ne peux pas faire telle chose », l'incapacité est liée à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un jugement. Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Il y a un jugement, il y a quelqu'un qui est habilité à dire que ça, si tu fais ça de telle façon, c'est que c'est bien. Et si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas bien. Donc lui-même, il peut trouver une autre façon de le faire sans pour autant suivre forcément la logique qui est prescrite par celui qui est habilité à juger. Donc là, ça devient compliqué et ce n'est pas lui-même qui est à l'origine de l'estime de soi négative, mais c'est les autres. Mais c'est... Attendez, oui. Moi, je pense qu'il y a un problème aussi d'identification de valeurs personnelles. Ouais. Parce que avec les valeurs, il y a des normes qui vont y décoller. Et je pense que quand du coup on a des comportements justement déviants et une mauvaise estime de soi, c'est parce qu'on a l'impression
généralise d'une société dans laquelle on n'appartient pas et à laquelle on ne correspond pas, et parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, je pense, et on n'arrive pas à identifier en fait ce qu'on représente. Et justement, les valeurs, ça représente comme des qualités positives, et l'estime de soi, c'est négatif. Déjà, on ne mérite rien de bon. Donc, je pense qu'il y a ce problème-là, et des fois, on peut se retrouver même avec des groupes où on ne partage même pas justement les mêmes valeurs, et c'est pour ça qu'on se sent vraiment mal aussi. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Moi, c'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, Ouais. par rapport au fait que le fait qu'on ait une estime de soi négative peut se faire impacter par rapport aux autres. Et c'est vrai que, selon moi, enfin, que ce soit mon expérience personnelle, dans ma propre vie ou dans celle des autres en tout cas, je vois beaucoup que c'est impacté beaucoup sur l'éducation qu'ont les parents, et non seulement les parents, mais les parents par rapport à leurs propres parents en fait. C'est quelque chose qui est très générationnel et qui impacte directement l'enfant en question. Et on voit tout de suite des parents qui mettent des limites aux enfants, qui mettent une limite, que ce soit par sécurité, que ce soit par conviction, que ce soit par valeur, que ce soit. On voit tout de suite la différence entre un enfant qui n'a pas de barrière, où justement il y a des parents conscients de tout ça, et des parents qui vont justement empêcher en se disant c'est mon premier enfant, j'ai peur qu'il se blesse, j'ai peur de ci, etc. Et donc l'enfant va se retrouver vachement coincé sur lui-même, il va se dire je peux pas le faire parce que ma mère m'a dit que. Et en fait ça va très souvent venir de là en fait. Ouais, très juste. Ouais. Oui. Moi je voudrais un peu, parce que j'abonde dans son sens, je veux dire par rapport à ce fameux référentiel qui est posé, où il y a toujours cet effet de comparaison d'un tel par rapport au référentiel qui est admis dans la doxa et qui permet de s'estimer ou de se mésestimer. Et c'est très renforcé par tout le système éducatif. C'est très d'actualité, ça, et moi j'aime beaucoup cette référence qu'il a eu, cet effet de comparaison vis-à-vis d'un référentiel qui est extérieur. Voilà. Cette unité de mesure sociale, morale. Moi je rejoins par rapport au système éducatif, parental ou autre, où on a dit que l'estime de soi était créée par des expériences qui forcément à un moment donné vont déclencher des émotions par rapport aux souvenirs. Et là on se dit que Juliette, 14 ans, il y a eu quelque chose qui n'a pas été construit avant. C'est juste par rapport au développement. Ok. Ouais, on va revenir justement au développement. Oui. Mais pareil, c'est l'estime de soi qui gère l'image qu'on renvoie aux autres, ou c'est l'inverse? C'est lié. Non mais ouais, ça, c'est sûr, mais... en fait, c'est l'image. En fait, l'image de soi. On peut avoir une bonne estime de soi et l'autre va le sentir, mais je peux aussi avoir une mauvaise estime de moi, mais je peux renvoyer une image qui n'est pas forcément en adéquation. D'accord? Je peux tricher, je peux mettre un masque. Le tout, ça va être de pouvoir voir finalement ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes et qui renvoient une image en adéquation, et ceux qui jouent un peu un rôle et qui, pour moi, sont dans une mauvaise estime de soi quand je suis là à dévaloriser les autres, ou je peux avoir ce masque-là aussi. Donc c'est ça qu'il va falloir détecter. C'est subtil, hein. Il n'y a pas de... Je ne peux pas vous donner des critères bien détaillés. Mais on va aller... Oui. Je pense que étymologiquement, estimer, c'est bien porter un jugement de valeur. Eh bien voilà, merci. Quelle transition. On allait voir... Merci Philippe. Exactement. Voilà, c'est fini. Tu as donné la réponse. Merci d'être venu. Alors juste pour récapituler les idées clés, mais j'allais venir juste après. Pourquoi c'est important? Des études ont démontré que d'avoir une saine estime de soi, une estime de soi positive, ça fait des gens, des personnes qui sont généralement une bonne opinion d'eux-mêmes et qui sont généralement plus souriants et plus heureuses dans la vie. Fondamentalement, d'accord? On n'est pas en ce que je renvoie aux autres, hein, mais fondamentalement, des personnes qui sont plus heureuses. Elles réussissent aussi davantage au travail comme à l'école. Elles ont cette capacité à s'affirmer sainement. S'affirmer sainement, ça ne veut pas dire justement rabaisser les autres, taper les autres pour m'affirmer.
d'accord? Je vais réussir à m'affirmer de manière saine. C'est des personnes aussi qui vont généralement faire des choix plus judicieux en amitié dans leurs relations amoureuses, qui vont être capables de se couper de personnes qui sont toxiques pour elles. C'est des personnes plus résilientes. Plus résilientes dans le sens où on a tout le monde dans notre vie, on doit faire face à des obstacles, à des difficultés. On va tous les surmonter d'une manière ou d'une autre. Les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes vont plus facilement les surmonter. Elles vont s'appuyer, je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai encore parce que c'est important, sur le souvenir de réussite passée. Et du coup, c'est quoi alors une saine estime de soi? Parce que là, on va d'accord, mais... Ouais. À la base, comment est-on sainement bien avec soi-même? Alors, avoir une bonne estime de soi. Alors... Une saine estime de soi. Ouais, alors c'était pour moi saine par rapport à dire j'ai une trop haute estime. C'était pour juste contrebalancer ça. Pour l'ancien. Je dirais, à mon sens, on ne souffre pas d'excès d'estime de soi. C'est que souvent c'est un déficit quand ça devient mauvais. D'accord. Après, ça se mesure difficilement, mais je vais vous donner, peut-être pas vous répondre comme ça, mais on va le développer, d'accord, pour affiner ensemble sur cette notion-là. On va revenir sur l'estime de soi et la confiance en soi. Quelle est la différence? Alors, estime de soi, c'est un jugement moral qu'on porte sur soi. C'est une valeur qu'on s'attribue. C'est un auto-jugement. D'accord? C'est très personnel. Notre entourage a beau dire des choses, ça va être moi, comment je me perçois, comment je me juge, quel est le regard que je porte sur moi. Je vous fais très simple, hein. Je ne vais pas vous sortir les définitions de Popper-Smith ou de Rosenberg, qui sont plus complexes, mais de Rosenberg, mais c'est ça pour moi, c'est le regard global qu'on porte sur soi, le jugement. C'est vraiment une auto-évaluation qu'on se porte. Et ça fluctue. D'accord? Chez les enfants, les adolescents, ça va fluctuer en fonction des événements. L'estime de soi, elle est influencée aussi par les personnes importantes qui entourent l'enfant. Les parents, les profs, maîtresses, les animateurs. La façon dont on va leur parler, la manière dont on va interagir avec eux va influencer leur jugement sur leurs valeurs à eux. La confiance en soi, c'est différent, c'est la croyance qu'on a les capacités, qu'on a les compétences pour arriver à faire quelque chose dans un domaine précis. Confiance en soi et estime de soi sont étroitement liés parce que plus je suis compétent dans pas mal de domaines, par exemple je suis compétent à l'école, je suis bon en maths, je suis bon en français, j'arrive à avoir des bonnes notes, du coup en étant compétent, donc ça va nourrir la confiance en soi dans ces domaines-là, et ça va aussi venir nourrir ma valeur à moi, parce que quand j'ai passé une bonne journée, que j'ai eu des bonnes notes, je vais me sentir bien. Quand en revanche j'ai sport et je suis pas bon en sport et que j'ai sport toute la journée et que je me suis pris les pieds dans le tapis, que j'arrivais pas à bien faire des paniers, je vais avoir une estime de moi. Ça va impacter du coup sur l'estime de moi. Je vais me sentir nulle ce jour-là parce que j'aurais pas bien réussi mon activité. Donc on est confiance en soi, estime de soi sont étroitement liées. La confiance en soi va venir nourrir, l'estime de soi va venir nourrir mon regard que je porte sur moi. C'est pour ça que des enfants qui sont en échec scolaire vont avoir un déficit de confiance en eux qui va du coup rejaillir sur l'image, la valeur qu'ils se donnent en tant que personne, qui va être accentuée par la société et les personnes autour d'elles qui vont dire c'est important de réussir, c'est important de faire des études. Donc ça va accentuer aussi ce regard qu'ils vont porter
porter sur moi-même. Est-ce que je suis assez claire? Ouais. Alors, je vous propose de faire un premier petit jeu. Vous allez prendre des feuilles. Et ce que je vous propose, c'est de vous décrire vous-même le plus honnêtement possible, en 10 points, mots, expressions, pour parler de vous. D'accord? Je vais vous laisser 2 minutes pour le faire. Alors, si vous avez atteint les 10 points, continuez. D'accord? Jusqu'au bout des 10 minutes. Pardon? Bah, super. C'est parfait. En fait, je vais vous donner 2 minutes. C'est anonyme? C'est important dans le... Vous le gardez On pour retrouvera ta feuille. Nous partagerons ceux qui voudront partager. D'accord? Mais déjà, voilà, ça va être... C'est bien. Ah, mais non, si on avait... Je suis en feu. Mais je mettrais... Je vais peut-être écrire tout sur mon téléphone, je sais pas. Peut-être que je vais tout garder. Venez prendre des stylos ici aussi, si vous n'avez pas. On commence pas à réfléchir avant, hein. Ça fonctionne trop pas. Ah non, PPE, j'en viens pervers de Tu peux la rendre comme ça. Tu peux la rendre. Une excellente question. C'est quoi? Alors, est-ce que tout le monde a une feuille, stylo? C'est bon? Ah, Mina, elle arrive avec les stylos. Allez, je vais lancer le top chrono. Maintenant, je vais lancer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tu veux un stylo? Moi, je veux bien aussi, s'il te plaît. Mais à nettoyer avec du gel fixe. Attends, parce qu'après je vais attraper des pustules. Merci bien. Allez, je vais lancer le top bon chrono. Allez, c'est bon pour tout le monde? Allez, on est parti. Je vous laisse 2 minutes pour compléter. Vous arrivez à 10, vous pouvez continuer. Allez-y. Soyez fous. Soyez fous. Je prends la voiture, on va remettre comme ça. Si, ça passe. J'aurais pas pensé au physique. Oui, lucide. Et toi, on t'interroge pas, là. Ça suffit, le bordel. On va t'exprimer. Bah, que t'es gentil, quand même. Ça va pas?
Allez, time's up. Super, oui. Alors, est-ce que vous en avez trouvé 10? Ceux qui ont trouvé 10, vous voulez bien lever la main? Pas toi. Toi, tu lèves pas la main. Il y en a qui ont trouvé plus que 10. Ouais. Ok. 39. Alors, ce qu'on dit par rapport à une bonne estime de soi, déjà, c'est quand on est capable de voir ses qualités. D'accord ? Quand vous faites cette liste-là, déjà, comptez combien de qualités vous avez. Est-ce que vous avez plus de qualités que ce qu'on appelle des défauts, des points faibles ? Alors déjà, une bonne estime de soi, ce que disent les professionnels, c'est de se voir avec plus de qualités que de défauts. Mais, quand on a une bonne estime de soi, on voit également ses défauts. Et on les accepte. D'accord ? On ne se prend pas pour... Voilà. D'accord ? On verra, on le reviendra tout à l'heure, hein, mais une des bases pour avoir une bonne estime de soi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la connaissance de soi, qui je suis, et de m'accepter aussi avec cette facette de moi qui n'est pas top top, mais je suis comme ça et je l'accepte. À la fin, je vous proposerai un petit jeu, vous pourrez proposer aussi aux enfants que vous encadrez. Si vous allez un peu plus loin, il existe un test sur l'estime de soi. Vous pouvez m'envoyer un mail, si vous voulez, je vous laisserai mes coordonnées, pour pouvoir le faire. Vraiment, là, c'est un test qui a été mis en place par Rosenberg sur l'estime de soi et ça permet de se positionner par rapport à ça. Mais là, mon message, c'est de vous dire, ben voilà, quelle est votre connaissance de vous-même? Est-ce que c'est compliqué ou pas déjà de trouver 10 mots, des expressions qui vous qualifient? Regardez comment vous vous percevez. Est-ce que vous vous percevez avec plus de qualités ou plus de défauts? Et voilà, ne pensez pas qu'avoir une bonne estime de soi, c'est de se voir qu'avec des qualités. D'accord? On se voit également avec des défauts, mais on les accepte. Oui? Après, c'est vrai que par l'exercice là, ça a l'air de rien, et je m'en suis rendu compte vraiment à la fin. Ouais. Et en fait, au début, moi, je me suis dit, quand j'avais vu se décrire honnêtement possible, enfin le plus honnêtement possible, j'ai mis automatiquement des qualités positives. D'accord. Je n'ai même pas cherché à me dire le positif, c'est bon à la fin. C'est vrai que dans une personnalité, dans un individu, on a aussi du négatif. Oui. Et c'est vrai que tout de suite, dès qu'il y a ce déclic qui se met en route, je sais pas, j'avais une espèce de changement de perception en fait. Ah, super. C'était assez marrant. Super, top, c'est bien. Effectivement, on peut être influencé par un prisme ou par l'autre. Hein. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'au final, en tout cas personnellement, ça montre bien en fait qu'on est à un moment donné conditionné à ça. C'est-à-dire qu'on doit mettre forcément en avant le positif et tout ce qui est négatif, on a tendance du coup à le cacher parce qu'on se dit que pas négatif, ça passe à classe. Et que faut le cacher aux gens parce que c'est pas perdu, je sais pas comment expliquer ça. Mais... Ouais. Il y a des formations, des entretiens d'embauche aussi, hein, on se met très sur le meilleur jour. Hein. Oui. Alors moi, je suis surprise, c'est qu'il y a des choses pour moi qui ne sont ni des qualités ni des défauts que j'évoque en termes de besoins. D'accord, vous avez identifié des besoins. Donc pour vous décrire, vous avez parlé de vos besoins. Des besoins. Ouais. Qui forcément, une fois qu'on identifie ses propres besoins, ça sous-tend qu'on est plus à même de mobiliser des compétences et des qualités quand on est dans le créneau des réponses à ses propres besoins. C'est pour ça que du coup, je ne suis pas dans quelque chose de qualité défaut. D'accord. Mais alors il faut creuser, parce que si vous avez un besoin, il faut savoir ce qu'il y a derrière ce besoin-là. Pourquoi vous avez ce besoin-là? Qu'est-ce qui sous-tend ce besoin-là? Par exemple, un besoin de sécurité. Ok, si j'ai un besoin de sécurité, pourquoi j'ai un besoin de sécurité? Qu'est-ce qui va faire que dans ma personnalité, j'ai un besoin de sécurité? Est-ce que, voilà, et on va creuser derrière. Est-ce que parce que j'ai eu peur? Parce que ma perception de la vie, c'est que il y a pas mal de dangers, donc il faut faire attention aux gens. Puis je suis plutôt méfiant par rapport aux gens. Donc voilà, c'est bien d'aller creuser derrière le besoin. Ça exprime quelque chose qui doit être satisfait pour être bien.
Et donc, il faut aller, du coup, juste chercher derrière, bah, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui va être satisfait pour que je sois bien. Voilà. Comme les défauts, vous parlez des défauts, ça dépend des personnes. Je veux dire, moi, je vais vous dire, la franchise, pour moi, c'est un défaut. Ouais, mais c'est ok. Mais alors, Bah, c'est pour ça que je vous ai pas demandé. Ouais. Des défauts pour en faire des qualités. Mais... Et ouais. ces faiblesses pour en faire une force dans la vie de tous les jours. Mais... Après, je connais le test, effectivement, dans une fait en formation, effectivement. Ouais. Et voilà, mais tout dépend comment les gens se perçoivent. Sur un mot, 10 personnes vont percevoir différemment. Donc à partir de là... Complètement, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas demandé d'échange, de me dire ou de nous dire ce que vous avez mis. C'est personnel, d'accord? C'était juste pour vous de voir à travers ce que vous avez mis, comment vous le percevez, et quel regard vous portez sur vous. C'est pas moi ni personne d'autre qui doit dire effectivement la franchise que c'est une qualité ou un défaut que vous percevez. Je connais des personnes qui ont des estimes amoureux, ou pas des estimes amoureux, c'est ça, on a des limites. Oui, on est d'accord. Avoir une estime, mais être dans des limites, et voilà. Oui, on est d'accord. Là, c'était juste pour vous de vous faire une photographie de voilà, comment vous vous percevez et cette idée de point fort, point faible, comme on veut. Là, j'essaie de faire plus simple parce qu'on a 1 heure, je ne sais pas creuser. Et encore, je crois qu'on m'a dépassé. Mais voilà, c'était juste vous faire toucher du doigt ces notions-là et vous faire passer ces messages-là. J'aime pour les avoir en tête. On continue? Oui. Ouais. Alors, comment on va nuire à l'estime de soi avec les meilleures intentions du monde? Et là, je vais vous raconter une autre histoire. L'histoire de la course de grenouilles. Alors, la course de grenouilles. Alors, il était une fois une course de grenouilles. L'objectif, en fait, c'était d'arriver en haut d'une tour. Et du coup, beaucoup de gens du village ont décidé d'encourager les grenouilles qui participaient à cette course. Donc ils se rassemblèrent au bord de la route. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que la course a commencé, les gens ont commencé à croire que c'était pas possible pour les grenouilles d'atteindre le haut de la tour. Et donc sur le bord du chemin, on commençait à entendre « Oh là là, c'est dur, mais c'est pas possible, ils vont jamais y arriver ». Et puis là, les premières grenouilles qui entendaient ça ont commencé un peu à ralentir le pas. Et puis un peu plus loin, d'autres grenouilles entendent dire « Oh là là, quel courage, mais quelle peine, elles n'y arriveront jamais ». Au fur et à mesure de la course, il y a des grenouilles qui se désistèrent, au fur et à mesure. Sauf une qui continue à courir avec fougue, enthousiasme, et elle y allait. Se rapproche encore un peu plus de l'arrivée. Les gens continuent à dire « Oh là là, mais elles vont mourir d'une syncope, c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est dur. » Et là, toutes les grenouilles déclarèrent forfait. Sauf une qui, au prix d'un courage, d'un gros effort, arriva en haut de la tour. Les autres grenouilles se dirent, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? Dire, bon, on va aller la voir. Là, il y a une grenouille qui se rapproche d'elle, parce qu'elle voulait savoir c'était quoi son secret. Et en fait, elle découvrit exactement que cette grenouille était sourde. Eh ouais, c'est ça. Elle était sourde. Donc, j'ai choisi ce conte-là en fait pour vous dire, c'est important quand nous on intervient auprès d'enfants, d'adolescents, ou peut-être on est même parents, nos paroles ont une influence sur les enfants qu'on encadre, qu'on éduque. Donc, il y a des poisons classiques pour l'estime de soi qui vont être, je ne vais pas vous demander, je savais que vous le savez déjà, on va les balayer rapidement. Les paroles négatives, donc celles qui sont décourageantes, c'est non mais laisse tomber, tu n'arriveras jamais là, c'est trop dur. On peut le faire, parce qu'on se dit, oh le pauvre, on va le mettre en échec. Ça peut être des paroles dévalorisantes. Quand on est énervé, c'est non mais t'es bête ou quoi là?
Ça peut être aussi les critiques, les reproches. Alors j'insiste sur le mot répéter. D'accord ? On a droit de ne pas être d'accord, de critiquer, vers des reproches, mais c'est de critiquer. On peut parfois, et c'est lié souvent à notre profil de personnalité, on aime bien être un peu perfectionniste, on aime bien que les choses soient bien faites, on est en quête de performance, et donc du coup on va avoir un œil hyper aiguisé sur ce qui ne va pas. Et donc on va systématiquement, lorsqu'on va intervenir auprès de l'enfant, lui dire « Tiens, tu devrais faire ça pour améliorer. » D'accord ? C'est là-dedans, je vais y revenir un peu tout à l'heure. Les sobriquets aussi, c'est des surnoms mais dévalorisants. Minus, c'est ça ? Voilà, Minus, coin-coin, Jétuche. Oui. Par rapport à ça, en fait, j'ai un exemple avec vraiment ça. J'étais dans un camp et en fait, il y avait une petite qui était sur la droite parce qu'elle s'est tout le temps la figure. Elle me dit, de toute façon, moi, je suis bête. Pas ça. Elle me dit, si, de toute façon, c'est mes grands-pères disent, je suis bête, ils ont toujours raison, donc c'est que j'en ai bête. Et ça m'a choquée. Enfin, je me suis dit, ouais, c'est dur, ouais. On est aussi sur les faux compliments. Ça va être qui va être un peu... vous savez, le faux compliment, c'est dire par exemple à un enfant qui écoute jamais, dire « Oh, ben ça y est, tu viens t'asseoir pour écouter la consigne. Mais tu vois, t'en es capable, hein? Mais bravo !» Vous voyez un peu? Ah, ça va être... voilà, pas un vrai compliment. Du coup, il y a le ton employé qui va être important. Le sarcasme que je viens d'employer. Bravo. Quand tu viens de faire une énorme bêtise. D'accord. Bien sûr, hein, tout ce qui est cri, agressivité, menace, ça peut être des poisons. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qu'on fait là tous les jours, on est responsable de ça. C'est juste pour attirer votre attention. Après, ça va dépendre aussi des enfants, de leur propre histoire, de comment ils perçoivent ça. D'accord ? Mais voilà, ça peut être des choses qui peuvent venir gratter, saper l'estime de soi. En même temps, ça fait partie de la vie aussi. vous intervenez dans le groupe scolaire? Oui. oui, c'est pas facile. Hein. Les expériences répétées de rejet aussi. Alors, on peut l'observer hein, dans les cours, dans les centres de loisirs, des enfants qui sont un peu à l'écart, les copains qui les mettent à l'écart. Ça peut être aussi des choses qui vont entamer l'estime de soi. Après, par rapport au rejet, parfois, les personnes qui ont une telle mauvaise estime d'eux-mêmes, en fait, ils s'auto-rejettent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de se sentir rejetés d'avance au sein d'un groupe. Et du coup, ça entraîne aussi une espèce de victimisation comme ça. Tout à fait, ouais. C'est dur. Ouais, parce que c'est dur. C'est un exemple que je ne vous ai pas cité parce que vous avez nourri pas mal, mais c'était l'exemple que je voulais vous donner. C'était l'image de Juliette qui se dit non, je ne mérite pas qu'on s'intéresse à moi, j'ai pas envie d'aller voir les autres, puis on la pousse à aller voir les autres, puis elle y arrive. Comme ça, le non-verbal n'est pas aussi marqué, mais les enfants, ils captent, du coup, dans le non-verbal, ce que l'enfant pense d'elle. Donc quand Juliette, elle arrive comme ça, à dire « Salut, ça va ?» et qu'elle dit dans sa tête « Non, mais ne vous adressez pas à moi, je ne vaux pas la peine », généralement, ce qui risque de se passer, c'est que l'autre vont capter ce message-là, et ils vont lui donner raison. Ils ne vont pas s'intéresser à elle. Et elle, du coup, elle va se dire « J'ai raison, je ne mérite pas qu'on s'intéresse à moi. » Et donc, ouais, on est dans ce cercle vicieux-là, de rejet, peut-être même après de victimisation. Et là aussi, c'est là où c'est pas bon, parce que du coup, ça va être eux les méchants et le problème va être extérieur. Et bien souvent, quand ils sont dans ce cercle-là, ils ont souvent un copain qui, entre guillemets, n'a pas le droit d'avoir un deuxième copain ou un truc, une espèce de relation exclusive comme ça et qui nourrit cette espèce de victimisation. Et ils restent du coup chacun dans leur rôle en fait. C'est ça. Donc on appelle ça en coaching le système qui est autour de la personne. Et tant que le système reste en place, chacun a son rôle dans le système. Même là, on forme un système, chacun joue son rôle dans le système. Les rôles sont distribués très inconsciemment, c'est déjà fait.
qu'il y a bien maintenant dans ce phénomène-là de système de l'enfant, c'est que il y en a même qui se trouvent seuls parce que leur système, c'est le virtuel. Ils vont s'enfermer dans le virtuel, parce que c'est plus facile d'avoir des relations sur un jeu vidéo avec des personnes qu'on ne connaît pas, plutôt que d'avoir des vraies relations avec les autres. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, oui. Ils sont très connus des fois sur les réseaux sociaux et complètement inconnus dans la réalité. Oui, parce qu'ils n'ont pas développé l'habilité à créer du lien avec des gens physiques, à rentrer en interaction réelle, effectivement. Et l'enfer, c'est... Ça peut produire l'inverse aussi, hein. David. Oui. Je dis ça peut produire l'inverse aussi, le fait d'être un peu caché. Je pense notamment à mon gamin par exemple sur des jeux massivement en ligne, tu sais. À un moment, le gamin qui n'est pas forcément à l'aise dans la vraie vie va se retrouver dans des équipes sans qu'on sache qui il est, et du fait qu'il va pouvoir prendre une place qu'il n'arrive pas à prendre aussi, et ça va lui redonner en confiance en lui. À quel moment il peut faire la bascule? Ah bah ça je sais pas, mais je veux dire, c'est pas forcément tout noir non plus cette histoire-là, c'est plus... Je pense que ça peut permettre aussi de... Ça peut être un levier. Voilà. Je dis pas qu'il faut s'en servir en psychologie, mais c'est pas forcément négatif. Ça peut permettre de s'affirmer autrement, du coup, de trouver une place qu'on n'a pas ailleurs. Donc ça devient un levier, un moyen, pour après faire le pont. C'est bien, mais après, effectivement, là on a 1 heure, donc on est obligé d'aller de brosser vite, hein, on va pas dans les détails, mais après, effectivement, c'est beaucoup plus subtil tout ça. Après, le maître mot, ça va être une question d'équilibre. Oui. Moi, je voulais dire que ça peut être aussi le contraire, comme l'a dit monsieur. Si tu trouves que la société et les institutions, elles sont plus contraignantes, donc tu peux vivre comme tu veux, tu peux ne pas t'intéresser aux autres et que ça ne soit pas négatif. Ok. Donc du coup, tu peux être bien dans tes baskets. Si tu as la paix intérieure, pour moi, c'est bien. Donc oui. C'est pas quelque chose, ça peut ne pas être forcément quelque chose de négatif. D'accord. Ouais, je reprends. Ouais. Merci. Il y a les remontrances aussi, les reproches, punitions en public. Alors encore une fois, hein, quand un enfant se comporte mal, effectivement, on se doit d'intervenir. Mais parfois, ça peut être humiliant pour lui de devoir à gérer et votre remontrance, votre désapprobation et le regard des autres. Donc parfois, ce qu'il est bien de faire, c'est de le prendre en aparté pour le recadrer ou de lui parler à voix basse. Oui. Enfin, moi, quand je dis tout ça, des fois, ça me fait penser à justement les vidéos à la mode que les jeunes peuvent s'envoyer parfois, où ils sont en train de clasher quelqu'un, ou justement à reprendre tous ces schémas-là, des sketchs très sarcastiques sur des humiliations publiques ou ce genre de choses. Et il y a un côté aussi de mode dans ce côté très négatif de la communication entre les ados. Moi, je le vois en CFA où j'interviens. On travaille sur l'estime de soi. Et quand on parle d'estime de soi, on parle de CNV, de communication non violente. Et j'entends dans la salle toujours « Eh, couillon là, eh, machin, nanana ». Et ils me disent « Non, mais madame, c'est normal, on s'insulte, mais c'est normal ». Et donc, ils sont là-dedans tout le temps dans ce schéma-là. Et pour eux, c'est leur mode de communication super normal. Ça part de la communication. Ouais, exactement. Et puis, plus je dévalorise l'autre, plus je suis... Ouais, c'est ça. Oui. Moi, du coup, ça me fait penser plutôt à... Maintenant, je suis adulte, on va dire, et qu'on a évolué un petit peu dans la vie. Un couple, en fait. Donc, un couple, dans un couple, on peut se défoncer, on peut s'aimer, on peut se séparer, se reconstruire. Et je pense qu'en fait, c'est un peu ça toute la vie. Donc après, peu importe notre enfance, notre éducation, ça peut être très strict, comme ça peut être très cool. Et puis en fonction de ça, après, on se construit avec l'environnement, avec les amis, avec ce qu'on fait dans les rencontres. Et ensuite, je pense que ça peut être pas que négatif. Le négatif peut apporter du positif derrière. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, pour moi, c'est un poison, mais ça peut être aussi très... ça peut nous aider par la vie. Donc voilà. Après, c'est en fonction des personnalités, des caractères, etc. Parce que, évidemment, parfois, c'est dramatique. Et parfois, on se reconstruit et on devient quelqu'un
Il y a une différence quand même avec l'adulte, hein. On a plus de pouvoir que l'enfant ou l'adolescent qui est beaucoup plus hermétique à son environnement et plus une éponge encore. Hein. À adulte, on va se défendre différemment et puis on a aussi... Mais je pense à un enfant de 13 ans, par exemple, qui se débrouille tout seul, qui a plus de parents. Il va être confronté justement à tout ça un peu tout seul. Et dans certaines cultures, les enfants, ils sont déjà très matures et très adultes, et ils sont confrontés à énormément de choses. Et donc je me dis, c'est vraiment tout dépend en fait de l'environnement, de ce qu'on a vécu, de la personnalité, du caractère de la personne. Il y en a qui s'effondrent très facilement, il y en a d'autres. Voilà, donc c'est bien et pas bien. Et c'est vrai qu'on a ce rôle-là, nous et nos équipes, en fait, d'essayer d'aider, d'accompagner en tout cas, mais surtout pas casser en tout cas l'évolution en fait de l'enfant. Mais c'est difficile quand on n'a pas l'historique. C'est très difficile. Très difficile. Du coup, on va aller voir maintenant un peu plus en détail les pièges. Les pièges, c'est, voilà, on peut être armé des meilleures intentions du monde. Parfois, certaines attitudes qu'on peut avoir peut du coup saper l'estime de soi. C'est compliqué de dire, bon c'est pas grave. Ah mais on dit pas que c'est pas grave. Mais non, c'est pour vous. C'est vrai que c'est un peu Non, délicat, parce que d'un côté on peut pas surréagir parce que du coup ça n'aura aucun intérêt, mais d'un autre côté on peut pas non plus laisser passer en se disant c'est un peu délicat. Non mais alors attention. On va faire une morale de 3 jours. Ouais, voilà. Tu peux lui tenir la main par exemple. Le sens c'est ça, et alors attention, je suis dans les trucs récurrents, ok? Là je suis pas dans l'exemple précis où, ok, je suis dans les... Est-ce que moi en tant qu'intervenant auprès des enfants, j'ai ce travers-là en fait? Est-ce que je suis dans ce travers de toujours dramatiser? L'idée c'est de dire, si je me regarde là honnêtement, si je suis en train de tout dramatiser, finalement c'est pas forcément ok pour l'estime de soi. Et comment je peux du coup me positionner différemment? Je ne suis pas en train de remettre au quotidien vos interventions, loin de là. Si on prend ton exemple, moi je pense qu'on peut agir, même si c'est pas régulier, agir rapidement sans faire un long discours. On dit bon, c'est dangereux, tu me tiens la main, ce que tu as fait c'est dangereux, sans dire, tu sais, il risque de mourir, la mort. Ça on peut le faire après, on peut faire un... Et tu vois, tu le prends la main, je pense qu'il sera assez deg de te tenir la main, et tu remets tout en sécurité, et le groupe il repart, tu vois. Et souvent, dans cet exemple-là. Souvent, le long discours sur le moment il ne sert à rien. Parce que nous on est énervés, le gamin il n'est pas réceptif, c'est bien de le faire après, dans un second temps. Et la comparaison, on l'a vu tout à l'heure, ce qui est hyper corrosif c'est de se comparer aux autres, de comparer l'enfant aux autres. De le comparer à son grand frère, à sa grande sœur qui est super bonne. Par exemple, au jeu de fléchettes, c'est pas moi, Faustine, ton grand frère, là, Roman, il était le champion de jeu des fléchettes. Ah oui, mais la pression, là, c'est hyper corrosif parce que les enfants, déjà, ils ont, en plus dans les fratries, ils ont tendance déjà à bien se comparer, à lorgner ce que font les uns et les autres. Ça peut venir vraiment entamer l'estime de soi. Et puis, il y a un deuxième effet pervers, c'est que lorsqu'on est dans la comparaison, sans vouloir régulièrement, on dit aux enfants, aux adolescents, qu'on aimerait qu'ils soient l'opposé de qui ils sont. Je donne un exemple. Un enfant qui a du gaz, qui a de l'énergie à revendre, qui court dans tous les sens. Si on passe notre temps à dire « Arthur, calme-toi là, ça suffit. Arthur, arrête de courir partout là, c'est bon. Bon, Arthur, viens t'asseoir là. » Mais si Arthur, la maîtresse lui dit ça, nous les animateurs on lui dit ça, papa, maman lui disent de se calmer, le message qu'Arthur va recevoir au bout du bout, c'est qu'en fait, quand je suis qui je suis, je déplais. Quand je suis qui je suis, je déçois papa, maman, mon super animateur. Et ça peut du coup aussi nuire à l'estime de soi. Je dis toujours ça peut, parce qu'après c'est à chacun des enfants, bien sûr. C'est un enfant timide que vous accueillez et vous dites « Ah, va voir le groupe là, il est super sympa. Allez, mais t'inquiète, va les voir, ils sont super. Allez, vas-y, va les voir. » C'est compliqué. C'est comme un enfant qui est plutôt passif, de lui demander d'être débrouillard.
Un enfant qui est introverti, lui dire « Mais vas-y, mais exprime tes émotions. C'est bien d'exprimer ses émotions. Allez, dis ce que tu penses là. » Si vous êtes maniaque, vous aimez bien avoir une maison bien rangée, et on vous dit « Bon, maintenant, il faut que tu sois bordélique là. » Compliqué. Donc c'est ça aussi que peuvent vivre les enfants. Donc l'idée c'est plutôt, vous voyez les qualités derrière les traits qui vous agacent. L'enfant qui a du jus, dire ben c'est bien, tu as de l'énergie, tu es dynamique, et ça c'est important dans la vie. Vous venez là-dessus, et après vous venez nuancer. Vous venez ensuite de sortir de sa zone de confort en lui disant, mais tu sais, c'est important aussi de se poser et d'écouter les autres. Donc là, Mélissa, tu cours partout, viens, je vais expliquer l'atelier là, tu t'assois à côté de moi, après tu pourras y recourir. Et là j'ai besoin de ton attention. D'accord? Je dis que c'est positif, mais à un moment donné, je dis, écoute, c'est aussi, il y a besoin de ça aussi de ton côté. Et après on le libère. Donc c'est le faire sortir un peu de sa zone de confort, mais sans lui marteler tout le temps que, en fait, qui il est, ce qu'il fait, ça ne convient pas. Après, par rapport à ce que vous voulez dire, justement, je trouve que c'est très intéressant de donner la notion du besoin qu'on a par rapport à l'intervention, parce qu'en fait, au lieu de lui dire tu, le tu qui tue, là, exactement, le tu qui tue, voilà, et de pointer sur le besoin, en fait, bien souvent, un enfant, quand même, au début de son apprentissage, il cherche à faire plaisir en réalité. Donc si on lui donne notre besoin, il va essayer quand même de le remplir en vrai. C'est vrai. Tout à fait. La facilité. Là, c'est le cas de figure où on fait à la place. Beaucoup plus vite. Par exemple, imaginez, vous organisez un atelier cuisine. Et là, il faut peler des pommes de terre. Et vous avez un enfant, on va imaginer un ado là, qui arrive avec son air nonchalant, qui sait déjà pas ce qu'il faut prendre, qui prend le mauvais ustensile. Ben voilà, on va faire. Non mais c'est bon, je vais le faire. Ben, ça serait peut-être plus bénéfique qu'il se rende compte qu'avec le couteau qu'il a pris, il n'allait pas pouvoir éplucher, et qu'il se dise ouais, ok, ça marche pas, je vais essayer autre chose. Vous partez, vous faites un camp, vous allez camper avec vos ados. Ils ont 13 ans. Ils sont tous en capacité de monter une tente. Vous êtes seul dans la forêt. Il y a un ado qui vient vous voir, qui vous dit... On n'a pas le droit. Bon, imaginez que vous avez le droit. Non, mais au Canada, on a le droit. Oh, oui, mais ils ne font pas de BPGEPS ou de DE ou de CPGEPS. Ok, bon alors, pour l'exercice, on imagine qu'on a les droits. Vous êtes d'accord? Merci. Et là, il vient vous voir, l'ado de 13 ans. C'est mon montée tente. Il vous dit, elle est où la tente? Vous pouvez lui dire, je sais pas, écoute. Il y a le minibus. Je ne peux pas dire ça, c'est dit. Il va chercher la tente. Il revient avec. Il dit, comment on fait? Je lui dis, écoute, enlève l'emballage et le mode d'emploi à l'intérieur. Et puis là, il y a un animateur là, une tornade qui arrive, il nous met la tente, c'est fini. Effectivement, ça va plus vite. Et puis, on peut aussi avoir l'impression qu'on fait bien notre rôle parce qu'on est gentil, on est sympa, on l'aide, on vient en aide, on prend du temps sur nous pour venir aider l'autre. Mais en même temps, le message qu'on lui donne, si on lui fait à la place, ouais, voilà, c'est je pense que tu n'es pas capable de le faire tout seul. Je pense que tu n'es pas capable de réussir à faire ça. Il y a aussi le message, sans moi, t'es rien. Si je suis pas là, t'es rien. Si je suis pas là, t'es pas capable. D'accord? On reste là-dedans. Et là, c'est un point important. Pour que l'enfant ait une bonne estime de lui-même. D'accord? Il faut qu'il ait vécu des réussites. Et ces réussites-là, il faut qu'il ait eu, lui, à développer, à déployer des efforts. Il faut qu'il y ait eu un obstacle à surmonter. Et qu'il ait réussi à surmonter cet obstacle-là. C'est ça qui va nourrir l'estime de lui-même. Donc si on fait à sa place, il ne va pas expérimenter ça, il n'aura pas le sentiment de fierté d'avoir réussi, donc il ne va pas nourrir l'estime de soi. Donc un enfant de 2 ans
qui essaie de grimper à une structure, et qu'on le prend et on l'assoit là où il veut arriver, ben, il n'a rien vécu, il n'a rien expérimenté, donc il n'a pas pu nourrir l'estime de soi. Alors effectivement, vous allez me dire, ouais, mais il peut tomber, ok. Mais si on peut sécuriser, pas qu'il finisse à l'hôpital, c'est pas mon propos, mais ok, s'il peut tomber, il peut se faire une bosse, il peut avoir de l'arnigel, des granules, d'arnica. Mais s'il y arrive au bout du bout, il va être super fier, il va te montrer sa structure, il fait wow, wow, wow. C'est ce que mon fils a fait. Et là, vous allez voir ce petit bout de chou là, qui va se croire comme King Kong, le roi du monde. Et ça, c'est un élément tellement fort que ça va nourrir du coup l'estime de soi. Dernier point, c'est la survalorisation. C'est quand un enfant s'entend dire 25 fois par jour qu'il est super, qu'il est magnifique, une petite fille, qu'elle est belle. Et ça aussi, ça peut venir nuire à l'estime de soi. Parce qu'il y a des enfants qui vont devenir addicts, complètement accros à la valorisation de l'autre. En fait, du regard valorisant de l'autre. Pardon, voilà. Non, là, c'est moi qui me suis mal exprimée. Oui. Est-ce que la survalorisation, c'est que pour un public enfant ou ça fonctionne avec tout type de public? Avec tout type de public. D'accord. Ah oui, oui. Donc oui. dans les compliments, il faut y aller parcimonie. Alors, je vais vous le dire. Je suis pour les compliments, d'accord? D'ailleurs, c'est même un outil d'estime de soi. Mais je pense qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on complimente et comment on le fait. Le compliment, pour moi, il doit être sincère. Déjà, ça vient du cœur. Je ne te fais pas un compliment parce que je me dis qu'il faut faire un compliment. Donc c'est sincère et c'est d'être réaliste par rapport à ce que fait l'autre. Un enfant qui vient me montrer un dessin, qui a un gribouillage, qu'il a fait en 2-2, qui fait « T'as vu mon dessin, il est beau, hein ?» S'il n'a pas fait d'effort, si vous voyez qu'il a fait rapido, ok, oui, t'as mis du vert, du jaune, du orange. Mais si l'enfant, il s'applique, alors peut-être qu'il déborde, mais vous voyez qu'il s'applique, il fait « T'as vu mon dessin ?» Là, vous pouvez le complimenter parce qu'il a fait un effort pour le faire, d'accord? Donc ça va dépendre. Et le surcompliment peut être considéré comme un sarcasme aussi. Alors ça va être le sarcasme pour moi c'est plus le ton. Ouais, ça va être l'exagération, mais le surcompliment c'est pas bon pour l'estime de soi parce que plus j'en fais, moins ils ont de la valeur. Et ensuite on enlève de la motivation à l'enfant de faire des efforts. On lui enlève ce goût de l'effort. Alors que si en ayant déployé un effort, il a le compliment à la fin, c'est un peu sa récompense. Oui. Surtout qu'en plus, une fois que la personne se confrontera finalement à d'autres avis d'autres personnes, ouais. La chute elle sera encore plus dure parce que toute sa vie on aura construit en fait cette identité de personne qui est belle, qui réussit, etc. Puis on se rend compte que en fait on n'est pas si... Oui. J'ai un exemple d'un enfant qu'on a surcomplimenté sur le chant. Oh oui, tu chantes bien, tu chantes bien. Fausse note sur fausse note. Et le jour où il a dit je vais faire The Voice Kids, et bien qui se confondent du coup à des refus, l'enfant il ne comprend pas, on a toujours dit qu'il chantait bien. D'accord, les enfants ils vont croire, ils vont acheter ce qu'on leur dit. Donc, oui on en a droit et c'est important de valoriser, de complimenter, mais que ça soit sincère et réaliste par rapport à ce que l'enfant a fait. Gardez vraiment en tête que l'estime de soi se nourrit grâce aux réussites qui ont nécessité un effort. Allez, je mets le pouce pour terminer. Comment muscler l'estime de soi? Le regard positif. Sachez que votre perception de l'enfant, ce que vous pensez de lui, ce que vous dites à propos de lui, ça a une influence sur lui. Est-ce que vous connaissez l'effet Pygmalion? Ouais. C'est dans les années 60, je vais raconter juste cette petite histoire. C'est dans les années 60, Rosenthal et Jack Hanson ont mené, c'est des chercheurs américains, ils ont mené une expérience dans une école primaire à San Francisco aux États-Unis. Ils ont fait passer à tous les élèves de l'école primaire un test, un QI. Okay. Les résultats étaient censés être confidentiels.
Ils se sont débrouillés, donc ils ont falsifié les résultats de certains élèves, choisis au hasard. Ils en ont fait des surdoués. Et ils se sont arrangés pour que les enseignants aient accès aux résultats des tests. C'est confidentiel, d'accord ? À la fin de l'année, on a refait passer les tests à l'ensemble des élèves. Et on a constaté que les élèves dont les enseignants pensaient qu'ils étaient surdoués ont augmenté leurs résultats au test de 5 à 25 points. Simplement parce que l'enseignant les voyait comme des enfants surdoués. Les enfants ont des antennes, ils captent ce que vous pensez et certains vont se mouler à la perception qu'on a d'eux. L'effet Pygmalion, c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup en coaching pour aider les gens, du coup, à se déployer et avoir confiance en eux et avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Ça va plus loin que les antennes des enfants, c'est-à-dire que les enseignants ont aussi des attitudes et des façons d'interagir plus positives avec cela. Donc c'est au-delà juste que les enfants perçoivent, c'est clairement ils ont du bénéfice supplémentaire par rapport aux autres. Et dans cette recherche aussi, ce qui était faussé, c'est que les enseignants n'étaient pas au courant. Et donc ça participe du fait que déjà, soit en tant qu'enseignant, on est trompé et on a une image qui est différente de l'autre, et donc soit en tant qu'éducateur, on arrive déjà à faire, et ça c'est peut-être le travail le plus compliqué, ça faire fi notamment des étiquettes sociales et d'un certain nombre de choses qui sont posées, parce que dans cette étude-là, ils n'ont pas eu besoin d'en faire fi eux-mêmes et de faire ce travail-là sur eux-mêmes pour ne pas voir l'autre selon une étiquette sociale, puisque ça avait été forcé. Et donc la difficulté, elle est surtout là, c'est balayer déjà l'étiquetage, parce que le regard positif, on peut l'avoir que si on a bien compris le mécanisme d'étiquetage social. Sinon, ça, c'est complexe aussi à juste se dire, je vais essayer de le regarder de manière positive, puisqu'on a tout un construit social justement dans lequel on évolue qui fait qu'on ne va pas forcément réussir à le voir de manière positive, quand bien même on voudrait. Donc il faut déjà déconstruire ces éléments-là avant de... Là, le message, c'était de dire, si on a une opinion positive de l'enfant, si on croit qu'il peut être une bonne personne, d'accord, on peut, du coup, possiblement l'aider à se développer dans cette image-là. D'accord ? C'était l'idée que vous reteniez par rapport à cet effet Pygmalion. Et à leur faire vivre des réussites. Je vous l'ai dit, c'est le pilier. Faire en sorte qu'ils vivent régulièrement des réussites. Donc, sans leur mettre la pression, vous pouvez leur faire vivre des petits ou des grands défis qui vont leur permettre du coup de développer aussi leur goût de l'effort pour avoir après cette satisfaction de se sentir fier de ce qu'il a fait. Et ça peut commencer très tôt. Ça peut être... je sais pas moi, laisser un enfant se servir tout seul son verre d'eau à la cantine. Ça peut être de laisser un enfant finir son puzzle, de faire son puzzle tout seul. Donc ça n'a pas besoin d'être super compliqué, mais ça peut être aussi organiser un défi dessin et puis de voir que Arthur, là, cette fois-ci, il s'est donné les moyens de faire un beau dessin. Donc c'est important de leur faire vivre des réussites et puis aussi de les brancher sur leur réussite quand ça ne va pas, ou alors de manière générale, il y a un atelier que certains animateurs font en fin de semaine. Le vendredi, ils font un atelier du kiff de la semaine. Ça reprend un peu le livre Les 3 kiffs par jour. Et l'idée, en fait, c'est on se met en cercle et puis chacun à notre tour, on va dire c'est quoi notre victoire de la semaine, de quoi je suis fière. Et ça, c'est sympa parce qu'ils le font déjà en public et ils vont s'écouter eux-mêmes. Ils vont chercher une victoire à raconter de ce qu'ils ont pu faire de chouette dans la semaine. Et ça, c'est de l'engrais. C'est un petit truc qu'on plante pour l'estime de soi. Certains font parfois même le cahier des bons coups. Donc ils vont noter du coup chaque bon coup de chaque élève. Et puis quand il y a un petit coup de mou, allez viens Maxence, viens, on va regarder c'était quoi ton beau coup de la semaine dernière. Et puis bon, il regarde, tu vois, c'est ça que tu avais fait, t'en rappelles? Tu peux me raconter de nouveau? Et on lui fait raconter pour qu'il puisse se reconnecter à ce moment-là où il a été bon, il a été chouette, parce que là, il a un moment de moins bien.
complimenter. Alors, oui, vous allez me dire, ouais, elle m'a dit qu'il fallait pas. Si, il y a de la nuance, d'accord? C'est aussi important de les complimenter, que ça soit sincère, que ça soit réaliste. Et puis, il y a différentes formes de compliments. Il y a, ce qui marche bien sur les 0-5 ans, c'est la valorisation. Dire, bravo, super. Par exemple, un petit qui a mis tout seul sa veste. Un enfant qui a réussi à faire lui-même ses lacets. Sur le moment où il le fait, si vous savez que c'est quelque chose de pas évident pour lui, ben là c'est cool de lui dire bravo, c'est bien. Après, ça va être la reconnaissance. Alors ça marche pas mal avec les pré-ados, les ados, quand ils font quelque chose qui leur demande un effort. Par exemple, vous avez fait un atelier, vous avez joué au basket, au volley, et puis il faut ranger les ballons, puis il y en a un spontanément qui va le faire. Il va ranger les ballons, les maillots. Vous lui dites merci. Et ouais, c'est normal. Ouais, mais merci, j'apprécie que tu le fasses sans que je te le demander. Ça peut être ça. Puis après, ça peut être le compliment, c'est ce qui est intrinsèque à la personne. Vous avez identifié que c'est un enfant qui est généreux, qui est débrouillard. À un moment donné, faire un atelier sur on va se complimenter, ça peut être intéressant, mais on ne va pas le faire n'importe comment. On va y associer des exemples. Ouais, toi Juliette, j'ai remarqué, t'es persévérante. Et ouais, parce que j'ai vu l'autre jour, on a fait un atelier Lego, puis t'es revenue 2-3 fois voir le modèle, c'était compliqué, puis t'as démonté, t'as remonté, puis t'as fini par y arriver. Et puis encore l'autre jour, t'as fait ton dessin magique, t'as vu qu'il y avait un truc qui ne collait pas, t'as recommencé. Tu sais, c'est bien d'être persévérant, parce que dans la vie, les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont persévérants. Et puis Walt Disney, tu vois, on ne pourrait pas aller au parc Walt Disney si lui se serait arrêté au premier refus d'une banque. Il y en a vu 20 des banques avant qu'on finance son projet. Donc, tu vois, c'est bien. Et après, on va nuancer. On va dire, c'est bien d'être persévérant, c'est une super qualité. Mais par moment, il faut aussi savoir lâcher prise. Quand tu viens me voir et que je te dis non 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bien, tu persévères. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il faut aussi lâcher prise. Oui. Moi, je pense que là, c'est dans le meilleur des mondes, c'est super. On a des animateurs qui sont comme ça, formés ou pas, mais qui ont un savoir-être naturel comme ça, qui ont tendance à justement faire sortir le meilleur des enfants, les mettre en valeur, pouvoir les entendre, les écouter, et là, on est dans le meilleur. Malheureusement, on se rend compte qu'on en a beaucoup aussi qui zappent cette partie-là, qui ne le font pas naturellement, au-delà des animations, des ateliers, mais juste le fait de pouvoir interagir avec les autres. Et je trouve ça super de pouvoir le faire. Et là, nous, on travaille beaucoup sur la bienveillance. Malheureusement, on recrute aussi, quand on est en urgence, des personnes qui ne sont pas forcément, je pense, qui n'ont pas forcément ces compétences-là, ou le naturel, en tout cas un savoir-être naturel de faire des choses pour valoriser l'enfant, l'écouter, prendre le temps. Et c'est dommage, mais c'est super de pouvoir le faire en tout cas. Et beaucoup de bienveillance, c'est important. Pour pas lier à ça, moi je vous conseille de prendre des animateurs qui ont été formés à l'UFCD. On est là. On est là. l'UFCD Pays de Loire. On est là. Ils sont pas mal. Attention à la haute estime de soi. Après, il y a un point aussi, rien n'est figé. Et alors, je ne sais pas si vous le faites en entreprise, on le fait, mais on fait pas mal d'entretiens annuels d'évaluation. Et ça peut être aussi une proposition à faire à l'animateur, de dire ouais, je vois que tu es génial, tu as vachement de qualité, lui dire tout ce qu'il va, et lui proposer comme axe, peut-être d'axer plus son savoir-être sur un thème qui... Et on le note parce qu'on a 2 parties, savoir-être et puis savoir-faire. Et souvent, on revient sur ces points. Il y en a d'autres où on ne revient pas du tout parce qu'il n'y a pas de besoin. Ouais. Mais c'est vrai que les entretiens, quand on en a, parce que bon, c'est pas toujours le cas, il y a aussi la vie qui fait que des fois, on n'en fait pas du tout. Mais dans les recrutements, on essaye en tout cas déjà de base dans les entretiens de faire rien en les mettant en situation et en discutant avec eux. Après, bien sûr, hein, l'animateur il peut mettre un masque lors du recrutement et se faire passer pour le meilleur des meilleurs. Et voilà, on essaye tous de faire. Oui, bien sûr, c'est la vie. Bah oui, oui. Voilà. Bon, parfois on a des surprises et puis voilà. Mais oui, effectivement. Ouais.
peu naturel, mais malheureusement, il revient tout le temps. Quoi. Ah bah ça c'est sûr. Voilà. Et donc, du coup, il faut la carotte. Quoi. Il faut dire l'année prochaine, si tu t'améliores, on fera donner une prime. D'accord. Voilà, en gros. Quand on va là, tu vas aller voir. Ah mais je suis complètement d'accord. Bah, nous, la bibliothèque, ça s'appelle comme ça. Ah ouais, bien sûr que ce soit la vraie carotte. Ouais, mais je suis d'accord avec la carotte. On n'a pas des très bons animateurs. Après, si tu veux donner une carotte, je ferai un jardin. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi je voulais rebondir sur ce que David vient de formuler. Ah oui, mais il est parti. Ça fait rien, c'est pour abonder dans son sens, puisque toutes les formations professionnelles liées au métier de l'animation, quel que soit le niveau, on leur demande énormément d'exigences, à ceux qui ont choisi d'intégrer ces formations. On leur demande de faire des constats, et de groupe et individuel, c'est-à-dire c'est ce qui met tout, c'est l'essence même du métier d'animateur, quel que soit le degré de responsabilité l'on maîtrise. C'est ce qui fait qu'on tient compte de chaque individu dans le groupe, ou de chaque groupe composé d'individus différents et tout. Et via les activités, les temps, la façon de s'exprimer, l'œil de l'animateur professionnel, je veux dire, est très individualisé dans souvent des actions de groupe. Et donc, tout ce qui est cette acquisition d'estime de soi, de confiance, elle est pratiquée, elle serait pratiquée, au mieux dans l'idéal, idéalisée, de manière systématique, puisqu'il y a cette réflexion, cette écriture, pourquoi je le fais, parce que c'est quel problème, et on retrouve tous les éléments que vous avez abordés depuis le début, dans les formations professionnelles proposées par l'UFCV sous la tutelle de David, au moins sur la région Lorraine. Il y a une petite prime derrière quand même. Il y a quelque chose. Alors, simplement pour reprendre les questions de recrutement, le recrutement il se fait à un instant T, mais il faut penser à l'intégration dans l'équipe, et il y a un élément qui s'appelle la période d'essai, et qui vous permet de poser un cadre et pas d'attendre l'intervention en fin d'année, le passage obligé de l'évaluation. Et si on mène une évaluation et un accompagnement au long cours, c'est à mon sens plus performant, si on recherche la performance, que de juste attendre la sanction finale au bout d'une année où on fait un constat à un instant T. Là, à mon avis, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Pendant la période d'essai, il peut être très bien l'animateur, tu vois. Et après, c'est après coup que tu t'en rends compte. C'est ça le problème. C'est qu'encore une fois, ils se mettent un maximum. Ouais, mais bon, s'il a été très bien pendant la période d'essai, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit plus après. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il a réussi à vous gruger, il a réussi à bien travailler, parce que... Alors pourquoi il ne travaille plus bien après? Après la période d'essai, non mais faites pas de CDI, hein, on met jamais sinon il ne faut pas les embaucher en CDI. Qui fait un entretien de période d'essai, fin de période d'essai? Ah oui, personne. Normalement, il faudrait le faire. C'est-à-dire qu'à la moitié de la période d'essai, on fait un bilan qui permet de redresser la barre avant la fin de la période d'essai. Et à la fin de la période d'essai, en fait, comment dire, l'embauche, elle se fait après la période d'essai. Sauf que nous, on pense toujours que c'est au début. Non, tu es embauché, ta période d'essai, elle est concluante. Et donc, il faut mettre des objectifs clairs sur la période d'essai, évaluer à mi-parcours, évaluer à la fin. Et c'est ensuite qu'on voit si on peut encore travailler ensemble ou pas. Mais après, je sais que dans les périscolaires, on est tellement tendu que on pense qu'il y a, et puis la période d'essai, elle est 3 jours. Ouais, mais en même temps, si je peux me permettre, à force d'être toujours tendu, c'est vrai, mais on le paye. Donc il faut peut-être prendre le temps au début, plutôt que d'attendre et puis de se tromper, puis de devoir recommencer. Ça veut dire qu'on travaille systématiquement et on refait la même chose. Alors autant le faire correctement dès le départ et prendre le temps de bien définir les choses, et après seulement de décider. Oui. Bravo, sur l'estime de soi et... Bravo. Ah, c'est ce que tu aurais préféré, c'est ça. L'avantage, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Oui, ça s'appelle le tout à fait. L'avant-dernier point, c'est de faire de l'induction positive. C'est-à-dire, comment réagir face à un mauvais comportement de l'enfant.
vous l'ai dit tout à l'heure, fait conséquence. Je mets un stop. Je ne m'étends pas dessus, mais je mets un stop, c'est important. Par exemple, un enfant qui vient d'insulter un copain, on intervient, tu as insulté ton copain, tu vas t'asseoir sur le banc, ça se fait pas ici. Stop. D'accord, on arrête. Pas de long discours, t'imagines, tu comportes comme ça avec tes copains, bah toi, tu n'auras jamais de copains dans la vie, plus tard, tu seras tout seul. Voilà, on n'est pas dans les projections négatives, on n'est pas dans l'induction négative. Parce qu'en plus, l'enfant, il peut y croire, il peut acheter ce que vous lui dites à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu aimerais qu'on te le fasse à toi? Ne fais pas aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, vous pouvez essayer, vous le faites? Oui. Et alors, comment ça fonctionne? Ça marche. Ça marche? Pas à tous les coups, mais ça marche. Bon, ça bah marche. alors, Quand il frappe, oui. Si c'est efficace pour vous, continuez. Donc du coup, on est dans le quoi alors là? Là, on est dans la réflexion. Là, vous le faites réfléchir. Bon, j'insiste pas lourdement. Hein, je Pour dis. voir si l'enfant il est en capacité de réfléchir sur ce sujet-là. En fait. Mais c'est pas. Je vois vraiment le point et s'il est bon, s'il est capable d'aller là-dedans, pourquoi pas. L'induction positive, là où je voulais vous amener, là, c'était en fait, par exemple, un enfant il fait une crise parce qu'il voulait faire l'atelier ping-pong et puis il ne peut pas, parce qu'il y a trop d'enfants, il se roule par terre. On intervient, on dit écoute, ne fais pas de crise ici, tu vas t'asseoir, te calmer, ça arrête. Puis quand la tension est descendue, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça ne sert à rien les longs discours quand il y a la tension qui est haute, parce que nous on peut être agacé, l'enfant il n'est pas réceptif, mais plus tard on peut venir. Et l'induction positive, c'est lui renvoyer un futur plus positif. Là, ce qui s'est passé dans une des écoles, il y a eu cet événement-là, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils organisaient un atelier sur la gestion des émotions juste la semaine d'après. Et donc là, l'exemple était super pour l'induction positive, c'était de revenir à cet enfant-là plus tard et lui dire, écoute, tu sais, la semaine prochaine, on va animer un atelier sur l'expression de ses émotions. Et tu verras, ça serait peut-être bien que tu participes parce que tu verras quand tu seras dire tes émotions, ben, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Donc on est sur un futur qui va pouvoir bientôt vivre en passant une certaine étape. Ça peut être aussi quand vous avez des enfants qui racontent des histoires. Ils ont des âges où ils n'arrêtent pas de mentir. Le mensonge, ça fait partie aussi de la construction de l'enfant. Et ce serait de lui dire, tu sais, à 7 ans, c'est normal de mentir. Mais tu vas voir, en vieillissant, tu vas comprendre que c'est plus important d'avoir la confiance que de mentir. Et tu verras, en vieillissant, ça ne te tentera plus de mentir. D'accord? L'induction positive, c'est toujours amener sur un futur plus positif que ce qui est en train de se faire à ce moment-là. Ça peut être compliqué à gérer, mais vraiment, le mensonge, à un moment donné, ça fait partie de l'étape de processus de développement de l'enfant. Donc, de lui dire d'arrêter de mentir, généralement, vous allez constater par vous-même qu'il va continuer à mentir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est l'amener sur un futur plus positif qu'il pourra atteindre. Si vous avez des enfants durs, turbulents, vous pouvez lui dire, ouais, c'est difficile, maintenant. Maintenant, c'est là que c'est difficile, d'accord? Pas parce que c'est difficile maintenant que demain ça le sera. Puis de lui dire, tu sais, j'en ai eu beaucoup des enfants comme toi. Et avec un peu d'effort, ça s'améliore. Ok, ça veut dire que là, on ouvre une porte de sortie. On lui dit que c'est pas le seul enfant sur la Terre qui est aussi turbulent que ça, parce que généralement, ils ont la sensation aussi d'être tout seuls comme ça. Et puis, on leur ouvre une petite porte sur un avenir qui sera plus positif. Il prend pas, mais je reviens sur l'estime de soi. Là, on est plus du coup dans l'estime de soi, que de dévaloriser un comportement qui est mauvais. On le sanctionne, le comportement qui est mauvais. Hein. Mon propos, il n'est pas là, on ne laisse pas couler. On l'a sanctionné, on est intervenu. Et après, quand les émotions sont descendues, quand on peut dialoguer, voilà, on peut y mettre d'induction positive. Et le dernier point, c'est s'intéresser à eux, aux enfants.
aussi un exemple, ma fille a eu un super animateur l'année dernière, il adore l'espagnol, il leur a appris des petits mots en espagnol. Elle l'a plus du tout cette année. Et on est parti dans un pays de l'Amérique latine. Et quand on est rentré de vacances, il l'a vu entre deux portes, il lui a fait « Hé, Faustine, faut qu'on se parle tout à l'heure. » Elle est rentrée le soir à la maison, avec le sourire comme ça, parce qu'il y avait son super animateur l'année dernière, qui a pris 5 minutes avec elle pour parler des vacances et échanger sur les expériences. Et bien cet animateur-là, il l'a fait avec elle, mais il le fait avec plein d'enfants, il est super populaire. Les enfants l'adorent parce qu'il a cette capacité, du coup, à s'intéresser à eux. Et ça, pour l'estime de soi, c'est un énorme boost. S'intéresser en mode groupe, voilà, vous avez un enfant qui a fait une compète de foot, un tournoi de foot, peu importe, un concours de chant, voilà, c'est sympa de lui demander comment ça s'est passé. Donc c'est des petits rien, et je suis certaine que vous le faites déjà, mais ces petits trucs-là, de lui demander comment ça va, de dire « Ah tiens, il y a eu un tournoi de foot là, et il y a Louis qui s'est blessé, comment il va ?»« Oh, tiens, tu t'intéresses à nous ?»« Ouais, ben oui, il va mieux. » Ben, c'est des petits riens, mais qui font du bien, du coup, à l'enfant et à l'estime de soi de l'enfant. Oui. Je sais pas si c'est l'époque qui veut ça, ou je sais pas, mais moi justement, je fais ça, je m'intéresse et je remercie quand il y a de l'aide, tout ça. Et il y a certains enfants qui m'ont dit pourquoi tu t'intéresses à nous, c'est bizarre, pourquoi tu nous dis merci. Et j'ai pas trouvé les mots justes pour leur dire pourquoi je faisais ça. Alors ça, vous savez pas combien de retours j'ai comme ça, dans ce sens-là. Ouais, l'étonnement des enfants, qu'on s'intéresse à eux, qu'on les remercie. Et ben, là le cas que j'avais eu, c'est non, on dirait que tu nous aimes. Ouais. Bah oui, bah heureusement que je vous aime, sinon je ne ferais pas ce métier-là. C'est tout, quoi. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans des justifications, parce qu'en fait, ce qui les a marqués, c'est ce geste-là. C'est un merci, c'est s'intéresser, et c'est ça qui va les marquer. Donc, bah ouais, c'est top. Ce que je vous propose, ça marche plus, c'est pas grave, c'est de faire une petite pause et on viendra sur... juste avant la pause, excusez-moi, juste un petit exercice que j'aimerais vous montrer, que vous pouvez faire aux enfants. Ah, désolé, je fais un peu d'espoir. Ça, c'est moche. C'est pas grave, mais c'est moche. Ouais, non, c'est moche. En fait, c'est bien, tu réinvestis. J'ai besoin d'un technicien, je suis bloquée. C'est pas grave, je vais vous faire sans l'écran. En fait, on va faire un atelier de coaching, mais c'est un jeu qu'on va proposer aux enfants. On peut proposer aux enfants, ce que je leur propose, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important en termes d'estime de soi, une des bases, c'est la connaissance de soi. D'accord ? Apprendre à se connaître, c'est le petit jeu que je vous ai fait rapidement. Et c'est un jeu que je propose aux enfants où on va les amener à mieux se connaître. Et pas que par un petit bout de la lorgnette. Et donc du coup, ce que je prends, c'est une grande feuille à 3, pardon, ou un carton. On pose la photo de l'enfant au milieu. Et puis ensuite, on va l'interroger sur qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que tu apprécies de faire dans la vie. Donc il va noter plein de choses. Donc un enfant par exemple qui est dyslexique, TDAH, il va mettre une petite tornade par exemple, parce que merci David. Après c'est le slide d'après. Ouais, c'est ça. Donc, il va pouvoir mettre une petite tornade, une petite lune qui va symboliser le côté TDAH ou 10, peu importe. Mais à côté de ça, il va peut-être mettre une image d'une peinture parce qu'il aime bien dessiner, un ballon de foot parce qu'il aime faire du foot, un plat de spaghetti. Et l'idée, c'est qu'il mette le maximum de dessins ou de mots qui parlent de lui. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'imprime pas mal d'images qu'on trouve sur des bandes de données.
Et donc il va pouvoir venir piocher, découper ces images-là pour les petits, et puis prendre tout ce qui les intéresse. Et le but, ça va être de leur faire parler d'eux, dans ce qu'il y a de beau chez eux, et dans ce qu'il y a de moins sympa. Donc un enfant turbulent, il va symboliser le fait qu'il soit turbulent d'une certaine manière. Mais il n'y aura pas que ça. D'accord? Donc l'idée, c'est de faire un portrait global où il va pouvoir... Ah, j'essaie d'aller plus loin. Parce que David, il a touché. Ah ouais. On peut voir sous David. Et je vais juste montrer ça. L'idée du coup, c'est que sur cette feuille-là, il y a plein d'images qui parlent de lui. Les aspects qu'il aime bien, comme les aspects qu'il aime moins bien. Ouais, voilà. Ça, c'est plus pour quand c'est un peu plus grand. Ouais, c'est ça. Ouais, merci. D'accord. Mes qualités, je suis bon dans mon repas préféré, mon pire défaut, le bonheur pour moi, ma matière préférée. Donc plein de choses. On les fait réfléchir sur plein d'angles. Et au final, ils ont un tableau bien plus exhaustif de comment ils se perçoivent en général. Parce que généralement, ils se perçoivent TDAH, 10, turbulents ou timides, introvertis. D'accord? On a tendance à mettre une problématique sur l'identité de l'enfant. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça, de voir un panel beaucoup plus complet de qui peut-être. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien finir, c'est de dire, ok, maintenant, ça, c'est ce que tu es. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais devenir, des qualités, des trucs qui te plaisent bien chez un copain que tu n'as pas, que tu aimerais bien avoir? Et du coup, il va réfléchir et puis il va pouvoir coller d'autres images ou mettre d'autres mots. Et puis là, on va y mettre des petits astérix et dire, ben voilà, ça c'est ce que tu aimerais bien devenir. Et ce dessin-là, c'est bien qu'il puisse l'avoir chez lui, à son bureau, ou quelque part à l'école, où il puisse voir, se rendre visite. Parce que du coup, ça va être comme une photo de lui, un miroir de lui, mais vu différemment. Et ça participe à l'estime de soi des enfants. Oui. J'avais vu il y a quelques années sur internet un atelier que j'avais trouvé sympa mais que j'ai jamais pu encore mettre en place. C'était une enseignante qui avait fait une boîte et elle avait pris individuellement les élèves de sa classe pour lui dire écoute, à l'intérieur de cette boîte, il y a une personne. Et elle avait mis des qualificatifs qu'elle percevait chez l'enfant. Et les enfants, quand ils ont ouvert la boîte, en fait, à l'intérieur de cette boîte, il y avait un miroir. Et c'était vraiment intéressant de voir les réactions des enfants. Il y en a, pour la plupart, ils étaient quand même assez choqués et fiers en sortant de cette entrevue avec leur enseignante. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué, ça, sur l'estime de soi. Je crois que la question, c'était quelle est la personne la plus importante au monde? Oui. C'est qui la personne la plus importante au monde, à ton avis? Et donc, il cite maman, papa, la maîtresse. Elle fait non, c'est pas ça. Et en plus, elle a le poids, l'autorité de la maîtresse en plus. Donc, elle dit non, c'est pas ça. Et effectivement, elle demande aux enfants d'ouvrir la boîte. Et là, il y a un miroir. Et là, la maîtresse leur dit ouais, c'est toi la personne la plus importante. Et ça, c'est un super atelier aussi à faire pour l'estime de soi. C'est toi la personne la plus importante. Ouais, merci. C'est l'atelier que j'appelle l'interview. L'idée, en fait, c'est que dans la vie, on a tous dû, un jour ou l'autre, affronter, dépasser, surmonter des obstacles, des difficultés. Et l'un des premiers obstacles qu'on a surmonté avec brio, c'est d'apprendre à marcher. Vous savez, certains le savent peut-être déjà, mais on dit qu'il a fallu à peu près 2000 fois à un bébé de tomber 2000 fois pour ensuite réussir à apprendre à marcher. Vous imaginez la persévérance dont on a fait preuve quand on était enfant. Et vous vous relevez? Ouais, voilà. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous reconnecter à une de vos réussites, mais à la base, ça n'a pas été facile. D'accord? Il y a eu un effort à faire, il y a eu des obstacles à surmonter. Et du coup, ça serait intéressant de revenir là-dessus et puis de voir comment vous avez
ce que je vous propose, c'est de travailler par binôme où il y aura un intervieweur et un interviewé. L'objectif de cet exercice, c'est que l'interviewé prenne conscience de ses talents, de ses qualités, de ses forces. Donc vous êtes un super intervieweur qui va mettre en exergue des choses que peut-être que l'autre ne sait même pas de lui. L'interviewé, son rôle, c'est super simple, c'est de trouver une réussite. D'accord? Quelque chose dont vous êtes content de vous, fier de vous. Et ce qui est important, c'est que ça n'a pas été facile d'arriver à cette réussite-là. D'accord? Vous avez dû rencontrer, vous allez rencontrer des difficultés. Et maintenant, vous êtes content, vous êtes fier de ce que vous avez fait, de l'avoir fait. D'accord? L'intervieweur, vous, votre job, ça va être à la Nelson Montfort. Vous le connaissez, Nelson Montfort? Ouais. Alors, il parle bien, mais en fait, c'est surtout, il met en valeur la personne qui l'interviewe. Il va chercher ses qualités. Il va lui dire, ouais, c'était brillant. Bon, il en fait un peu beaucoup, il est dans la survalorisation. Mais en fait, cette image, cette figure, ce qu'il représente, c'est je vais mettre en valeur l'autre. Je suis au service de l'autre. D'accord? C'est juste cette partie-là que j'aimerais qu'on prenne de lui. Alors, pas tout le reste. Et donc, votre rôle, quand vous serez intervieweur, parce que vous allez faire les deux rôles, vous allez expérimenter les deux postures, c'est d'écouter attentivement l'autre. Écouter attentivement, ça veut dire je n'interromps pas, je laisse parler. Je ne rebondis pas pour parler de moi et de mon expérience. D'accord? Je donne le micro à l'autre et je lui laisse le micro. Je ne reprends pas le micro pour parler de moi. D'accord? À la limite, je peux faire je vais montrer mon intérêt, hochement de tête, sourire. Et ensuite, quand j'interviens, c'est uniquement pour souligner le côté positif de ce qu'a fait l'autre. Ou pour lui faire sortir le côté positif. Comment tu as fait pour réussir à faire ça? Qu'est-ce qui a bien marché? D'accord? Les questions, ça va être pour l'aider à mettre le doigt sur les qualités dont il a fait preuve. Alors parfois, il va vous citer une qualité, deux qualités. Vous creusez. C'est comme le jeu où on doit sortir au moins 10 qualités ou 10 mots pour nous décrire. Creusez, parce que parfois on en sort une, deux, trois, puis on va essayer d'aller plus loin pour faire sortir des choses dont la personne n'avait pas conscience. L'intervieweur, à la fin de l'interview, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille. Cette feuille-là, vous allez noter tous les points forts qui ont été révélés pendant l'interview. D'accord? Et ça, c'est un cadeau ensuite que vous allez faire dans un second temps, on fera ensemble, à l'interview. Okay. Première partie de l'exercice, du coup, de l'atelier que je vous propose, c'est que vous vous mettez en binôme. Vous choisissez qui fait en premier l'interviewé, qui fait l'intervieweur. Je lance le top chrono. Vous aurez 5 minutes pour raconter l'histoire. L'intervieweur, du coup, pendant ce temps-là, vous interrogez, vous écoutez. Votre but, c'est de relever ces points forts. Au bout des 5 minutes, je vous dirai c'est fini. Et hop, vous inversez les rôles. Et ensuite, on se retrouve ici. Et on fera la deuxième partie de l'exercice. Donc vous pouvez vous mettre où vous voulez en binôme. Vous pouvez prendre vos chaises, les bouger, vous mettre au fond de la table. D'accord? Restez dans la salle parce que c'est là où je donne le temps. Vous êtes dans le timing. Et vous vous installez comme vous souhaitez. Je voudrais remercier Anne-Céline pour le contenu qui était riche. On avait encore prévu d'autres petits éléments, d'autres ateliers, mais le temps nous contraint un petit peu. Mais je pense que c'est encore à creuser et à développer. Du coup, je vous encourage aussi vous à explorer le sujet. On va continuer sur le sujet, sur l'estime de soi, sur la confiance, parce que on était sur des choses difficiles pendant quelques années, enfin pendant une année. Il y a eu des réussites, donc on va se récompenser, on va surtout congratuler. Alors, est-ce que Christophe, Alain, Marie-Claire, vous pouvez venir avec nous ?